Eh bien voilà, nous sommes en direct sur ce plateau de géopolitique profonde. Je rappelle, tout de même, abonnez-vous. Venez nous rejoindre, nous sommes une communauté. Donc il s'agit de géopolitique profonde. Je vais chausser mes lunettes et vous dire pourquoi vous avez intérêt, grand intérêt comme c'est mon cas, de vous abonner. Ce qui vous permettra ensuite d'avoir d'ailleurs des formations en matière de décentralisation financière. Mais enfin, quand on veut approfondir toutes ces émissions que vous écoutez, gratuitement au demeurant, eh bien, rien de mieux que de s'abonner. Claude Janvier, Sylvain Ferreira, ça vous dit quelque chose? C'est toutes les matinales. Janvier, c'est lundi, et Ferreira, c'est mardi, de mes matinales. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Juvin Brunet, Draghi, c'est le vendredi. Chevrier, c'est l'homme qui nous prédit des conflits nucléaires à partir du mois de février. Intéressant quand même de s'abonner maintenant. Après, ce sera peut-être trop tard. Ozon, évidemment, qui est un permanent, non pas de mes émissions, mais en tout cas de géopolitique profonde. Et puis évidemment le directeur, le patron de géopolitique profonde, c'est-à-dire Pengam, Franck Pengam, sur une géopolitique de l'or ou les 3 investissements du mois. Tiens, ça vous intéresse? Pas? Quand on n'a pas de moyens comme moi, mais en tout cas tout le reste quand même. Et puis sinon, vous avez la boutique qui est ouverte. Voilà, il ne faut pas avoir peur. On va peut-être voir si quelqu'un veut se coller à ce concours aujourd'hui. Le mug GPTV, les bonnets, les casquettes, les suites à capuche ou sans capuche. Ça, c'est pour la boutique. Faites-vous plaisir, même si Noël et l'Épiphanie sont passés. Je me tourne tout de suite, puisque vous êtes sur un plateau, vous imaginez qu'on va avoir Laurent Arthur Duplessis. Bonjour Laurent. Bonjour Nicolas. Géopolitologue, la Troisième Guerre mondiale, toujours pas, hein? Non, mais elle ne s'éloigne pas. À défaut de se rapprocher. En effet, la situation internationale ne s'éclaircit pas tant que ça. Les négociations entre Trump et Poutine sont en train de se profiler, mais enfin, tout ça ne va pas être du beurre. Ouais. Poutine, pour l'instant, il remporte victoire sur le terrain, militairement. Il n'a pas fini pas des grosses victoires. Hein. Non, mais enfin, il grignote tout en faisant une attrition terrible sur l'armée ukrainienne, qui, me semble-t-il, est de plus en plus au bord de l'effondrement moral. Attrition, au fait, ça veut dire quoi? Épuisement des forces vitales. C'est, je dirais, la définition. Au moins, là, vous avez la réponse. Ouais. On ne l'a pas préparé avant. Hein. Non. Et donc, le niveau de désertion de l'armée ukrainienne... Il n'y a pas d'autre moyen de faire la guerre? Hélas, il faut tuer Gagner du terrain, percer. Oui, et non, il est percé. C'est plus possible aujourd'hui avec les drones. Avec les drones, on ne peut plus surprendre l'ennemi. Toute concentration de blindés ou de fantassins est aussitôt repérée par les drones, quand ce n'est pas aussi d'ailleurs par les satellites, parce qu'ils discernent une balle de golf sur un terrain à partir de 300 km de haut, etc. Et donc, l'effet de surprise n'existe plus dans la guerre moderne. Donc, c'est forcément une guerre d'attrition, maintenant. Les brillantes manœuvres encore de la Deuxième Guerre mondiale ne sont quasiment plus possibles. Et donc, les Russes sont des maîtres de l'attrition. Ouais. Le général Kutuzov avait fait ça avec Napoléon en 1812. Et donc, ça date? Oui, ça date, mais c'est réactualisé par des matériels plus modernes et par, au fond, le fait que c'est aussi le choc des volontés. Alors, les Ukrainiens ne manquent pas de volonté, mais enfin, les Russes en ont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, il faut bien dire aussi que les Russes ont une profondeur stratégique de 17 millions de kilomètres carrés et d'une population de 143 millions d'habitants, très composite, avec des jeunes issus des provinces yakoutes, sibériennes, etc., et daguestanaises, etc., qui ont une rusticité, il faut bien le dire, très supérieure à celle des jeunes de Saint-Pétersbourg ou de Moscou, qui sont, eux,
des jeunes bobos férus d'informatique, diplômés, habitués à un mode de vie confortable. Ceux-là ne veulent pas aller mourir sur le front, c'est vrai, hein, ceux-là n'y tiennent pas du tout, ils n'ont aucune soif d'héroïsme militaire, tandis que cette jeunesse des lointaines contrées, misérables, rudes, rustiques, cette jeunesse-là, elle est toujours prête à mourir, et cette jeunesse-là, elle est toujours prête à s'engager pour certes un beau salaire, mais enfin elle sait qu'elle va mourir peut-être, elle sait que si elle meurt, la femme, les enfants vont recevoir une pluie d'argent, et ces jeunes-là, eux, il faut reconnaître, ils sont prêts à mourir. Je vais revenir tout de suite vers vous parce vous allez m'aider à présenter l'invité principal. Mais quand même, Filandrine, 17 millions de kilomètres carrés, c'est ça, hein, c'est bien ce que vient de dire. Oui. Et pourquoi on leur a fait la guerre? Franchement, on espérait quoi dans cette histoire? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de calculs qui ont été erronés. Il y a eu une volonté, effectivement, d'imposer l'expansion de l'OTAN pendant 30 ans, pratiquement, parce que j'ai regardé ça récemment. Il y a quand même il y avait déjà des ambitions et même des actions des Américains en Ukraine, hein. Les premières stations de collaboration dans le cadre de l'OTAN ont été implémentées déjà dans les années 90. Et ensuite, ça n'a fait que continuer avec la révolution orange, où la CIA a participé en 2004. Et ensuite, il y a eu le premier avertissement de Poutine en 2007. C'est presque 20 ans déjà, où il a clairement averti à Munich, devant Condoleezza Rice, devant John McCain. Il les a clairement avertis. Et d'ailleurs, l'année suivante, en 2008, il y a eu donc un télégramme qui a été envoyé par William Burns, qui était à l'époque donc ambassadeur de Moscou pour les Américains. Il a envoyé un télégramme à Washington. On connaît ce télégramme aujourd'hui grâce à Wikileaks. Ce télégramme disait « Niet » veut dire « Niet ». Les Russes n'accepteront jamais que l'Ukraine entre dans l'OTAN. C'est la plus claire des lignes rouges. C'est ce qu'il a dit dans son télégramme que nous connaissons maintenant grâce à Wikileaks. Donc, personne ne peut dire que les personnes à Washington n'ont pas été averties. Il y a même donc ce rapport de Rand, de la Rand Corporation, qui est sorti en 2019, qui préconisait justement d'implémenter cette politique de Zbigniew Brzezinski, c'est-à-dire d'utiliser l'Ukraine pour affaiblir la Russie, de séparer l'Ukraine de la Russie. Mais ils ont dit dans ce rapport de 2019, attention, il y a des risques. Il y a des risques, et tous les risques qu'ils ont nommés, ils n'ont peut-être pas quantifié, mais ils ont nommé ces risques, ont maintenant été, disons, avérés. Parce que les Russes ont réagi, et ils ont réagi en février 2022. Et en fait, Poutine avait dit clairement à une autre occasion, si on sait que le combat est inévitable, frappez le premier. Et c'est ce que les Russes ont fait. Ils ont compris à peu près en janvier 2022 qu'il était inévitable, le conflit était inévitable. Tous les efforts de diplomatie ont échoué, et donc ils ont décidé de frapper le premier. Ça fait, pour ceux qui vous ont tous les mercredis sur Géopolitique Profonde, mais dans la matinale, là on vous voit de visu. Et on a envie de leur dire, venez le voir quand il ressort du studio, mais je ne vous dirai pas le lieu exactement. Merci Filandrine. Laurent Arthur Duplessis, est-ce que vous pouvez nous présenter, je vais vous faire travailler un petit peu, l'invité principal et pourquoi vous avez souhaité que nous l'invitions ce soir? Eh bien, parce que je suis un admirateur du talent d'Yves-Marie Madeleine. En effet, je suis abonné à une revue qui s'appelle Le Courrier des Stratèges. Oui. Et Yves-Marie Madeleine écrit dans Le Courrier des Stratèges. Mais au-delà. Et sa pensée est brillante, profonde et percutante. C'est un docteur en histoire. Philosophie. En philosophie. C'est un philosophe surtout. Plutôt un philosophe. Ouais. Les philosophes, la philosophie, c'est la reine des disciplines. Hein. Et il va au fond, et il est comme un chirurgien qui promène son scalpel dans la réalité contemporaine. Ça, c'est la métaphysique, ça.
Mais la philosophie. Et il a une très grande sagacité d'analyse. Yves-Marie Adeline, on est enchanté de vous avoir. Merci. Comme on avait, ou comme on aura demain, Laurent Heininger. Oui. Ce sont des personnalités rares, je pense, comme que vous êtes. Et donc, on voulait vous avoir parce que vous avez une vision, un angle de regard. On a essayé tous les angles de regard pour comprendre cette guerre dont Trump dit d'ailleurs, elle est absurde. Depuis le début, elle n'aurait jamais dû avoir lieu. Vous êtes d'accord déjà ? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est... l'Empire américain ne pouvait pas s'étendre à l'infini. Oui. Donc il s'est étendu, et puis il est tombé sur un os qu'on appelle la Russie. Surtout s'agissant de l'Ukraine, on sait très bien que l'Ukraine, d'ailleurs on ne le sait pas suffisamment bien, si j'en juge par le discours de Poutine lui-même, l'Ukraine est une création de l'Allemagne, victorieuse de la Russie, en janvier 1918, si vous lisez mon histoire mondiale. Ça remonte à plus d'un siècle. De la Grande Guerre. L'histoire de la Grande Guerre. Oui, l'histoire mondiale de la Grande Guerre. Et en fait, c'est l'Allemagne qui, ayant gagné la guerre contre la Russie dans cette Grande Guerre, a installé des États tampons, une ceinture d'États tampons qui comprenait donc les États baltes. Le pays le plus absurde de toute cette ceinture étant bien entendu la Biélorussie, la Russie blanche, et puis cette Ukraine qui déjà était ingouvernable. Car déjà, il y avait deux peuples en Ukraine, un peuple russophone très proche aussi bien culturellement que sociologiquement, et ça c'est très important, de la Russie, et l'autre qui était plus proche évidemment de la tradition austro-hongroise, enfin l'Europe centrale, la monarchie Habsbourg, etc. Mais déjà il y avait à l'Est une population d'ouvriers qui étaient donc des gens pauvres, qui ne possédaient rien, et par conséquent qui étaient sensibles à la propagande bolchevique. Nous sommes, je le répète, en janvier 1918. Et à l'Est, il y avait les fameuses plaines d'Ukraine, le grenier à blé de l'Europe, avec des petits propriétaires, les fameux koulaks que Staline a fait mourir. Et donc, il y avait déjà deux Ukraines différentes, ne serait-ce que de ce point de vue-là. Mais en plus de ça, il y avait culturellement deux Ukraines différentes. Et donc la Rada de l'époque, la fameuse Assemblée nationale ukrainienne, était le théâtre d'empoignades interminables. Donc déjà, cette Ukraine n'était pas viable. Alors, a fortiori, l'Ukraine contemporaine, qui avait des frontières encore plus excessives, abusives, mangées sur la Pologne au moment de cette espèce d'ultime partage germano-russe de la Pologne, qui refaisait en fait le partage de la fin du XVIIIe siècle. Et puis naturellement la Crimée, qui est un cadeau fait à l'Ukraine, alors que c'était pas du tout un pays ukrainien, c'était un pays russe. Donc il y avait beaucoup d'aberrations. Et quand l'Ukraine est devenue indépendante de l'Union soviétique, puisque à l'occasion, la manœuvre, disons, d'Eltsine a consisté à faire éclater l'Union soviétique pour rester le seul maître à bord à Moscou, eh bien déjà, on a vu se succéder des présidents, soit pro-russes, soit anti-russes, etc., jusqu'au jour où il y a eu le coup d'État de trop, qui a été celui de Maïdan en 2014. Mais ce sont tous des Slaves. Slaves, ça veut dire vivre ou la vie. Comment est-ce qu'ils ont pu en venir à s'entretuer? Parce qu'il y a des centaines de milliers de morts. C'est une guerre fratricide. Et comment c'est possible? Et qui explique... vous savez, c'est pas la première guerre fratricide de l'histoire. En si peu de temps, ils ont réussi à On a été... la culture mortifère occidentale, délétère, a réussi en si peu d'années, de 2014-2022, en 8 ans, à faire que ses frères se jettent les uns contre les autres. L'Ukraine était réputée être, avec l'Albanie, le pays le plus corrompu d'Europe. Oui. Donc ça, c'était possible de le dire avant l'intervention de la Russie dans la guerre du Donbass. Après l'intervention de la Russie dans la guerre du Donbass, ça n'a plus été de mode de rappeler que l'Ukraine était un pays corrompu. Oui. C'est d'ailleurs à cause de cette corruption dans les deux camps qu'un saltimbanque... qui même pas Hanouna, qu'un saltimbanque qui jouait du piano debout, comme dirait un chanteur, mais bon, pas forcément vêtu. Pas avec les mains. Pas avec les mains, arrive à se faire élire à 72%. Ça, c'était dramatique. Parce que ça montrait bien qu'il y avait un malaise dans ce pays. C'est pas normal qu'un saltimbanque remporte cette élection à 72%. C'est sûr. Alors, en promettant aux deux camps de faire la paix, ce qu'il n'a pas fait,
Au bout de quelques jours, il aurait pu la faire. Il aurait pu la faire, mais... Boris Johnson arrive et semble-t-il a des arguments pour éviter... Oui, ça vous parlez de 2022, c'est-à-dire... moi, je parle de l'élection à la présidence de la République. Très bien. Donc, mais bien sûr, ensuite, le Donbass se révolte, le fameux bassin du Don, hein, ce Donbass qui était peuplé d'ouvriers en 1918, c'est le même, se révolte, demande une confédération, c'est-à-dire ne cherche pas à sortir de l'Ukraine, mais demande la possibilité d'employer leur langue, etc. Donc quelque chose de fédéral, ou de confédéral. Ça leur est refusé par une politique au contraire centralisatrice, anti-russe en fait. Et donc là, toutes ces provinces se soulèvent contre le pouvoir central de Kiev, qui lui, effectivement, ça c'est l'Ukraine. Et on sait que l'armée kievienne vient envahir les provinces du Donbass, conquiert à peu près la moitié du territoire, jusqu'au moment où les Russes apportent du matériel. Et donc, la situation se fige sur une ligne qui rappelle en effet la Grande Guerre. Mais il y a aussi probablement une autre explication à cet aspect statique de cette guerre. Contrairement aux Américains qui peuvent raser l'Afghanistan ou l'Irak, puisqu'ils ne sont pas chez eux, les Russes ont du mal à raser un pays dont ils considèrent qu'il est le leur. C'est bien pour ça qu'il n'y a aucune atteinte dans la capitale, par exemple, qui est une ville du pouvoir. Presque sacrée, très symbolique pour eux, parce qu'effectivement c'est la Rousse de Kiev, là. C'est vraiment le berceau des Rourikides, hein, les premiers souverains qui ont fabriqué la première Russie jusqu'aux invasions mongoles, la deuxième venant avec Moscou. Mais pourtant, ils font la guerre. Et pourtant, ils se font la guerre. On nous raconte des narratifs de guerre entre les musulmans et les chrétiens, entre les Noirs, les Blancs ou les Maghrébins. Enfin, toutes sortes d'explications sur pourquoi on ferait des guerres ethniques, religieuses, idéologiques. En réalité, ils se font la guerre. La guerre, elle vient toujours, comme les révolutions, de gens qui sont extrêmement proches les uns des autres. Oui, cela dit, on se dispute toujours avec son frère, sa sœur ou son cousin. On se dispute pas avec les... C'est l'inverse de ce que disait Le Pen. Quand il disait « je préfère mon frère à ma fille, enfin à ma sœur, et ma sœur à ma cousine, et ma cousine à mon voisin », c'est des conneries. Non mais ça voulait dire charité bien ordonnée commence par son compatriote. Mais bien sûr que les Français, par exemple, n'ont aucune raison de faire la guerre à la Chine, en dépit de ce que les Américains voudraient nous faire faire, tandis qu'on se dispute toujours avec son voisin et son cousin. C'est pour ça, je suis content d'avoir un philosophe aujourd'hui. Non mais cela dit, vous avez raison. Enfin, il y a peut-être quelque chose, sinon de religieux, de culturel. Parce que n'oubliez pas qu'on est quand même sur la ligne de fracture entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, avec, des chrétiens qui sont plutôt proches... Ça reste des Européens dans les... Ça reste des Européens, mais qui sont plutôt proches de Rome, enfin, et d'autres qui sont proches de Constantinople. Oui, on peut parler de cette manière-là. L'Empire est d'Orient. Donc il y a cette dimension-là. D'ailleurs, les russophiles, enfin les orthodoxes purs et durs, ont été persécutés à Kiev pendant toute la durée de cette guerre. Hein. Donc il y a quand même cette dimension religieuse, en tout cas culturelle. Merci Marie-Adeline. Laurent Arthaud-Duplessis. Oui, et je dirais que Huntington n'avait peut-être pas tout à fait tort quand justement il avait souligné ce clivage religieux entre les chrétiens catholiques, les chrétiens orthodoxes, et la ligne de partage qu'il y a dans la région, et qui semble relativement opérationnelle, en fait, dans une certaine mesure. Et puis, moi qui ai des ancêtres alsaciens, j'ai vécu un peu dans la tradition familiale ces guerres fratricides, puisque les Alsaciens sont des Germains. Hein. D'ailleurs, leur langue est une langue très germanique. Bien sûr. Et mon grand-père maternel d'origine alsacienne n'aimait pas du tout les Allemands. Donc les guerres franco-allemandes, vous les apparentez à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais ce sont les pires, dites donc. Oui, ce sont presque des guerres civiles. Le premier suicide de l'Europe en 14-18, vu de maintenant, ça ressemble à une guerre civile. Et puis religieuse aussi. Et religieuse aussi, les protestants et les catholiques, etc. Alors que, par exemple, pour reprendre l'aspect ethno-culturel, si vous allez en Alsace, vous avez l'impression d'être en Allemagne, hein, tout de même. Hein. Ils sont aussi emmerdants, ils sont aussi tatillons, ils sont aussi bosseurs. Et ils sont aussi très fiers d'eux-mêmes. Vous avez la même chose, Finandrine, avec les Scandinaves ?
Nous avons eu par moment la même chose, effectivement. Entre les Danois, les Suédois, les Norvégiens. Entre les Suédois et les Danois. Les Finlandais espèrent au plus vite d'être garantis contre l'agression russe. Oui, exactement. Mais j'aimerais juste revenir un petit peu sur ce qu'on disait. Je suis tout à fait d'accord avec M. Laurent Arthur Duplessis sur le fait qu'on peut appeler ça une guerre civile, parce qu'en fait, ce sont des peuples qui sont extrêmement proches. D'ailleurs, les Russes considèrent que les Ukrainiens, ce sont des frères. Et donc, on peut faire un petit peu le parallèle avec la guerre civile américaine et, par exemple, la guerre civile espagnole, qui ont été aussi des guerres très sanglantes. La guerre civile espagnole dans les années 30, très sanglantes, des guerres aussi souvent d'attrition. Donc, je pense que le parallèle avec la guerre civile américaine est très intéressante, et je dois ajouter quand même que la raison principale des guerres, à nouveau, ce sont des raisons politiques. Ça vient des États, parce que vous avez d'innombrables exemples où vous avez des peuples qui vivent l'un à côté de l'autre pendant des centaines, voire des milliers d'années sans qu'il y ait aucun problème. Donc, il s'agit réellement de la politique qui est menée par certains États, ici en l'occurrence l'Ukraine. Il faut savoir que l'Ukraine, c'est un pays, comme M. Adeline a dit très justement, c'est un pays qui a eu toujours des difficultés, et la difficulté de l'Ukraine, même avant la naissance de l'Ukraine comme pays, c'est qu'il y a eu une fuite des élites. Parce que Kiev a toujours été, malgré la beauté et la grandeur de cette ville, elle a été pendant des centaines d'années une ville plutôt provinciale. Et donc dès qu'on avait une certaine capacité, dès qu'on avait une certaine ambition, on quittait ce territoire. On allait à Saint-Pétersbourg, ou on allait à Moscou pour faire ses études, pour faire sa carrière. Parfois on ne revenait jamais. Et donc, cela a fait que pendant très longtemps, il n'y a pas eu réellement vraiment d'intellectualité, de couche d'intellectuels, d'élites compétentes qui a été créée en Ukraine. J'ai été aussi parfois en Ukraine pour le travail, et je peux constater cela. C'est évidemment un peuple très chaleureux, mais il manque peut-être un petit peu de profondeur. Et donc cela ramène à cet aspect politique. C'est-à-dire qu'ils ont été très facilement influençables. Et il y a donc une petite couche qui est très très petite. Influençables au point de... Ils ont été influençables au point où ils ont été sujets très facilement à l'indoctrination anti-russe. Parce qu'ils n'ont peut-être pas tout à fait cette profondeur culturelle qui est nécessaire, cette profondeur intellectuelle, pour la raison que je disais. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.